Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, il nous revient d'examiner la proposition de loi organique de nos collègues Hervé Maurey et Dominique Vérien visant à rétablir la réserve parlementaire en faveur des communes rurales et des associations. Déposée en vue de l'ordre du jour réservé au groupe Union Centriste, cette proposition de loi est examinée dans les conditions du Gentleman's Agreement. Les modifications qui sont intervenues en commission ont donc été soumises à l'accord de l'auteur, Hervé Maurey, que je salue. Je tiens à souligner ici la qualité des échanges que nous avons eus, tout comme avec Dominique Vérien. Cette proposition de loi organique s'inscrit dans la suite d'un mouvement qui a été rappelé par les auteurs, qui réunit des parlementaires des deux chambres et de très nombreux groupes politiques pour rétablir la réserve parlementaire, réserve que nous appelions ici dotation d'action parlementaire. Je pense notamment à l'appel de 300 parlementaires fin octobre. Mais dès 2021, des initiatives voyaient le jour. Notre collègue Jean-Marc Boyer a déposé une proposition de loi visant à instituer une dotation d'action parlementaire au sein de la DETR. Nos collègues Laurence Muller-Bronn et Alain Houpert ont également enregistré à la présidence du Sénat une proposition de loi organique visant à rétablir la réserve parlementaire. Des propositions en ce sens ont aussi été formulées, monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale. Toutes ces initiatives montrent l'attachement des députés et des sénateurs à cette pratique qui offrait une souplesse dans le financement des projets des communes et des associations. Vous vous souvenez sans doute du contexte de la suppression de la réserve parlementaire. Celle-ci a été décidée à la suite de l'examen de la loi organique du 15 septembre 2017, la loi pour la confiance dans la vie politique, pour des raisons tenant à l'époque aux soupçons de clientélisme qui, selon certains, pouvaient éventuellement entourer cette pratique. Pourtant, il faut rappeler que les subventions versées étaient attribuées selon des modalités de droit commun et que chaque année était publiée en ligne la liste de l'intégralité des subventions versées avec l'obligation de mentionner les montants, le nom des bénéficiaires et le parlementaire à l'origine de la proposition. Au demeurant, les dispositifs qui ont succédé à la réserve parlementaire n'ont, me semble-t-il, pas fait leurs preuves et, à tout le moins, n'ont pas montré une efficacité supérieure. Dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, le rôle des parlementaires se limite à la participation à une commission consultative placée auprès du préfet de département, qui reste le seul décisionnaire, avec les priorités nationales comme boussole. Le ciblage de la DETR est également très différent de celui de la réserve. En 2022, les subventions de 20 000 € ou moins ne représentaient en cumulé qu'à peine 10% de l'enveloppe. Il manque aujourd'hui, dans le paysage des dotations d'investissement, des outils de financement à destination des petits projets communaux. Concernant les associations, les résultats du deuxième volet du Fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA 2, ces résultats paraissent décevants. Tout comme pour la DETR, le rôle des députés et sénateurs se limite à la participation à une commission, également consultative, et le préfet de région reste le seul véritable décideur. De plus, le fonctionnement du FDVA 2 reste difficilement lisible pour les petites associations. Face à ce constat, le rétablissement de la réserve parlementaire se présente non pas comme un retour en arrière, mais comme une façon de financer des projets qui, sinon, resteraient sous les radars. Je ne dis pas d'ailleurs que la réserve parlementaire était parfaite. Les différences de montant entre les parlementaires pouvaient être sujettes à caution. Il est toujours possible de renforcer les garanties de transparence et de qualité des projets subventionnés. Nous nous y sommes, avec les auteurs, ensemble attachés. C'est pour cette raison qu'en 2017, le Sénat avait entendu donner un cadre juridique à la réserve parlementaire plutôt que de la supprimer. Ainsi, sur une initiative conjointe de Philippe Bas, rapporteur, et d'Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de notre commission des finances, le Sénat a adopté en première lecture un dispositif alternatif de soutien aux projets d'investissement des communes. Je pense que nous avons très largement le souhait de doter la réserve parlementaire d'une assise juridique la plus solide possible et fiable. Pour cette raison, la commission des finances a adopté un amendement qui a réécrit une bonne partie du texte initial, de manière à ce que la nouvelle réserve parlementaire soit irréprochable
au plan juridique, et nous l'avons fait de concert avec les auteurs. L'article unique du texte prévoit que chaque année, les commissions des finances de chaque assemblée adressent au gouvernement la liste des projets d'intérêt local que les députés ou sénateurs lui proposent de soutenir par des subventions pour l'exercice suivant. Ces subventions peuvent financer les projets d'associations ou de communes. En accord avec l'auteur de la proposition de loi, la commission des finances a préféré ne pas introduire de limitation en termes de nombre d'habitants, ceci pour ne pas exclure les élus des départements urbains et ceux d'outre-mer du dispositif, et pour limiter le risque de rupture d'égalité. J'ajoute que nos départements sont divers et comptent souvent autour d'une ville-centre un certain nombre de communes qui étaient au-dessus du seuil, évidemment en complément du secteur rural. Les parlementaires seraient ainsi libres de proposer, en responsabilité, de soutenir un projet, quelle que soit la taille de la commune qui le porte. Le texte propose ensuite de nouveaux critères, comme la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ou la réalisation du projet dans un délai de 7 ans maximum. Il est également précisé que le montant de la subvention ne devrait pas excéder la moitié du montant du coût du projet. Le texte met également l'accent sur les obligations de transparence. Il prévoit la publication annuelle de la liste des subventions versées, précisant pour chaque subvention le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'Assemblée qui l'a proposé. Il réaffirme également l'obligation pour les bénéficiaires de rendre public l'usage de la subvention. Enfin, le texte proposé est conforme à la fois à l'article 40 de la Constitution et au principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où il est précisé que, formellement, les subventions de la réserve parlementaire émanent de propositions des députés et sénateurs. Contrairement à ce que l'on croit parfois, la réserve parlementaire, avant sa suppression en 2017, n'était aucunement une obligation qu'imposaient les députés et sénateurs au pouvoir exécutif. C'était même une convention. Il s'agissait en réalité de propositions et le gouvernement avait la possibilité de ne pas les suivre. Si dans la pratique, il respectait la volonté des représentants, c'était en vertu d'une convention républicaine qui reconnaissait aux parlementaires une connaissance fine de leur territoire. À l'heure actuelle, ce genre de convention manque cruellement dans notre vie institutionnelle et politique. Dire cela ne traduit nullement une volonté de réhabiliter certaines pratiques que nos concitoyens peuvent rejeter à raison. Il s'agit simplement de créer les conditions d'une collaboration efficace et transparente entre les pouvoirs au service de l'intérêt général. La proposition de loi organique de nos collègues Hervé Maurey et Dominique Vérien n'a donc pas seulement pour effet de raffermir le lien entre les parlementaires et les territoires, elle a aussi pour effet de réintroduire une forme de gentleman's agreement entre le gouvernement et le Parlement. La commission des finances vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter cette proposition de loi organique. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais maintenant